La famille de mon mari n'arrêtait pas de parler de mon passé, alors j'ai parlé du leur. J'ai 34 ans, et je suis marié à mon mari depuis un peu plus de 2 ans. Il vient d'une famille fortunée de longue date, le genre qui utilise des mots comme héritage et lignée dans une conversation normale, sans sourciller. Ils vivent dans un monde différent, abonnement à des country clubs, écoles privées, résidences secondaires au bord du lac. Mon parcours n'a rien à voir avec ça. J'ai grandi dans un quartier populaire, où l'on apprend très tôt à réparer un pneu et à faire durer les restes pour un repas de plus. À 15 ans, j'ai fait une erreur stupide, j'ai volé à l'étalage quelque chose de sans valeur dans une supérette. Je me suis fait prendre, j'ai eu un casier judiciaire pour mineur, et j'ai passé la décennie suivante à m'assurer que ce seul moment ne définirait pas ma vie. Je me suis ressaisi, j'ai terminé le lycée avec de bonnes notes, j'ai obtenu un diplôme en informatique, j'ai gravi les échelons dans le secteur de la tech, j'ai pris quelques risques, et j'ai finalement créé ma propre entreprise. Ça a pris des années, mais l'entreprise a fini par décoller. Aujourd'hui, je dirige une équipe de personnes brillantes et je contribue à créer des produits qui ont un réel impact. On pourrait penser que cela suffirait à quiconque pour passer outre une erreur d'adolescence, d'autant plus que je ne l'ai jamais caché. Mon mari était au courant avant même que nous commencions à sortir ensemble sérieusement. Il n'en a jamais fait un problème. Sa famille, en revanche, traite cela comme une blague privée qu'ils peuvent tous partager à mes dépens. La première fois, c'était subtil. Nous étions à un dîner de famille, quelques mois avant le mariage. Son père a levé son verre et a dit quelque chose sur le fait de garder les objets de valeur sous clé, avec un rire qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. La pièce a gloussé, un peu gêné, et j'ai laissé passer. Je me suis dit que c'était peut-être un incident isolé, mais ensuite, sa mère a commencé à m'appeler la miraculée à chaque événement, toujours avec un petit sourire en coin, toujours avec juste assez de sarcasme pour qu'il soit clair qu'elle ne me complimentait pas. J'ai essayé de m'intégrer. J'ai proposé mon aide là où je pouvais, j'ai obtenu une recommandation pour son frère dans une start-up avec laquelle j'avais des relations, j'ai créé gratuitement un site web pour l'entreprise de bougies personnalisées de sa sœur. Rien de tout cela n'a changé quoi que ce soit. Les blagues ont continué. Lors d'un barbecue de quartier organisé par un de leurs amis, son frère m'a tendu bruyamment une fourchette en plastique avec un clin d'œil en disant « juste au cas où quelque chose disparaîtrait ». Les gens ont ri, mais j'ai vu la façon dont certains me regardaient, comme si la blague contenait une part de vérité. Ce soir-là, j'ai demandé à mon mari de dire quelque chose. Il m'a dit qu'il n'aimait pas non plus les blagues, mais qu'il se sentait piégé entre sa loyauté envers eux et le besoin de me protéger. Je voulais le croire, mais j'ai ensuite découvert qu'ils avaient évoqué mon casier judiciaire à son enterrement de vie de garçon. Ils ont raconté comment il avait dompté la sauvageonne et sauvé une cause perdue. Je n'étais pas là, mais un de ses amis m'a pris à part et m'a tout raconté, la façon dont il riait, la façon dont il laissait entendre que je devrais être reconnaissante qu'ils aient laissé entrer quelqu'un comme moi. À ce moment-là, j'ai cessé d'espérer qu'ils changeraient. Je ne les ai pas confrontés. Je n'ai pas crié. J'ai juste commencé à prêter attention. J'ai commencé à creuser, non pas pour déclencher une guerre, mais pour me protéger. J'ai consulté les archives publiques. J'ai engagé un enquêteur privé qui me devait une faveur. J'ai passé quelques appels discrets. Ce que j'ai trouvé m'a laissé stupéfaite. Son oncle avait un dossier scellé lié à une conduite en état d'ivresse et à un délit de fuite, datant de plusieurs années. Son père avait été cité dans une enquête fiscale qui a disparu avant de faire la une des journaux. Sa cousine avait été renvoyée de l'université pour fraude académique, mais la famille a raconté à tout le monde qu'elle était partie pour explorer ses passions. Je n'ai rien dit. J'ai tout mis dans un dossier et je l'ai rangé sous clé. Mon mari n'était pas encore au courant. Je ne voulais pas l'entraîner là-dedans, sauf si je n'avais pas le choix, mais je n'allais pas rester là à sourire s'il continuait à utiliser mon passé comme un numéro de cirque. Puis est arrivé la baby shower pour notre premier enfant. Nous l'avons organisé chez nous, en essayant de faire simple. Mes parents étaient là, ainsi que des amis proches. Sa famille est arrivée en avance, avec de gros cadeaux et de larges sourires. Son père s'est levé pour porter un toast. J'ai pensé que peut-être, juste peut-être, il resterait respectueux pour une fois. Au lieu de ça, il a dit, c'est incroyable ce que quelqu'un peut accomplir après le centre pour mineurs. Tout le monde a ri comme si c'était juste une autre blague. Sauf que cette fois, mes parents étaient assis juste là, ainsi que mes collègues, nos amis. C'est à ce moment-là que j'ai su que je devais agir. Non pas pour me venger, non pas pour créer des histoires,
mais pour fixer une limite qu'ils ne pourraient plus jamais franchir. J'étais restée silencieuse trop longtemps, j'avais trop essayé de jouer le jeu. Je n'étais plus la gamine de 15 ans dont ils aimaient se moquer. J'avais travaillé pour tout ce que j'avais, et je n'allais laisser personne, surtout pas les personnes les plus proches de mon mari, continuer à traîner ce seul moment comme une laisse. La baby shower a eu lieu dans notre nouvelle maison. Nous venions d'emménager quelques semaines plus tôt, et je voulais que tout soit parfait. J'avais fait nettoyer le jardin, apporté des sièges supplémentaires, et engagé une pâtisserie locale pour les desserts. Mon mari s'est occupé des invitations et de la décoration, et nous nous sommes assurés d'inclure les deux côtés de la famille. Sa famille est arrivée avec 20 minutes d'avance. Ses parents ont apporté une montagne de boîtes emballées. Son frère a apporté un berceau sur mesure avec un mot manuscrit, et sa sœur a apporté un gâteau de couche à 3 étages qui semblait sorti d'un magazine. En surface, tout semblait généreux, mais les vieilles habitudes n'ont pas tardé à refaire surface. Son père est entré, a regardé autour de lui, et a dit, assez fort pour que tout le monde à proximité l'entende, incroyable ce que quelqu'un peut faire après le centre pour mineurs. C'était présenté comme une blague, mais la façon dont quelques invités ont échangé des regards m'a dit exactement ce qu'ils pensaient. Mon mari n'a pas réagi. Il a souri faiblement et est allé servir des boissons. Plus tard dans la soirée, quand nous avons eu un moment seul, il s'est excusé pour le commentaire. Il a mentionné que son père est comme ça et a évoqué sa tension artérielle et le fait que le stress d'une confrontation pourrait aggraver les choses. Ce n'était pas la première fois qu'il excusait cela comme de l'humour. Je n'ai pas discuté. J'ai hoché la tête, puis je suis retourné à la fête. En faisant visiter la maison à quelques invités, j'ai remarqué sa sœur qui se promenait lentement dans mon bureau. J'avais passé du temps à l'aménager, quelques récompenses encadrées, le logo de mon entreprise gravé sur une plaque de verre, et des photos de notre événement de lancement. Elle se tenait près du bureau, son téléphone à la main. Je lui ai demandé si elle avait besoin de quelque chose. Elle a dit qu'elle admirait juste l'installation. J'ai laissé tomber. Cette nuit-là, après que tout le monde soit parti et que nous nettoyions, j'ai vérifié mon téléphone. Une amie m'avait envoyé une capture d'écran. Sa sœur avait posté une des photos de mon bureau. La légende disait « de voleuse à PDG ». Seulement en Amérique. Pas d'identifiant, pas de nom, mais ce n'était pas nécessaire. Tous ceux qui connaissaient assez bien notre histoire sauraient exactement de qui il s'agissait. J'ai montré la photo à mon mari. Il m'a dit de respirer, que sa sœur ne voulait pas faire de mal, et m'a rappelé la tension artérielle de sa mère et le fait que son père perdait le sommeil. Je lui ai dit que je ne demandais plus la permission. Ce n'était pas juste une blague. C'était de l'humiliation, déguisée en plaisanterie familiale. Et s'ils voulaient continuer à salir mon nom, j'allais salir le leur. Pas avec des mensonges, juste avec la même honnêteté qu'ils aimaient tant me jeter au visage. Quelques jours plus tard, nous avons été invités à un brunch chez ses parents. Nous avons amené le bébé, vêtu d'une petite grenouillère bleue avec des chaussons assortis. Tout le monde s'est rassemblé dans le jardin. Sa mère m'a tendu une assiette et, tout en babillant avec le bébé, a dit « J'espère qu'il n'héritera pas de ses doigts baladeurs ». Une autre salve de rire a suivi. Je n'ai pas ri. Je me suis levé, j'ai délicatement posé mon assiette, et j'ai demandé si nous allions vraiment continuer comme ça. J'ai regardé autour de la table et j'ai dit que si nous allions plaisanter sur l'histoire familiale, nous devrions peut-être tout inclure. J'ai mentionné les anciens problèmes fiscaux de son père qui avait mystérieusement disparu après un audit, le délit de fuite cachée de son oncle impliquant un cycliste adolescent, le scandale académique de sa cousine qui a mené à son expulsion, même s'ils ont dit à tout le monde que c'était un congé volontaire pour explorer l'art. Les rires ont cessé. Je n'ai pas haussé la voix. J'ai plongé la main dans le sac à langer et j'en ai sorti le dossier que j'avais apporté. Je l'ai posé sur la table. Les onglets étaient étiquetés. Je ne l'ai pas ouvert. Je n'en avais pas besoin. Tout le monde savait ce que c'était. Son père s'est levé, le visage rouge. Sa mère a jeté sa serviette sur la table. Certains invités se sont levés et sont partis. Quelques-uns fixaient leur assiette. Personne ne m'a adressé un autre mot. J'ai pris notre enfant, j'ai regardé mon mari, et nous sommes sortis ensemble. Pas de cris, pas d'adieu, juste le silence. Cette nuit-là, mon mari s'est assis avec moi dans la chambre du bébé pendant que nous bercions notre fils pour l'endormir. Il n'a pas essayé de défendre sa famille cette fois. Nous avons convenu que nous avions besoin d'espace.
Fini les dîners, fini les visites, fini les invitations, du moins, pas avant d'avoir compris à quoi ressemblait la paix pour nous, et pour notre enfant. Le lendemain du brunch, nous avons fait quelques bagages et nous sommes enregistrés dans un hôtel de l'autre côté de la ville. Rien d'extraordinaire, juste propre, calme, et assez loin du drame pour pouvoir réfléchir. Nous avons dit à nos voisins que nous prenions quelques jours de repos. Personne n'a posé de questions. Mon mari a passé la majeure partie de la première journée à jongler entre les siestes de notre bébé et à faire les 100 pas dans la chambre. Il n'était pas contrarié par ce que j'avais dit au brunch. Il a admis que les faits étaient vrais. Ce qui le dérangeait, c'était la façon dont tout s'était déroulé devant tant de gens. Il ne cessait de repenser à la scène, la réaction de son père, le visage de sa mère, la façon dont les invités s'étaient figés. Il n'a jamais nié ce qu'ils avaient fait au fil des ans, mais il ne s'attendait pas à ce que ce soit exposé de cette manière. Je n'ai pas discuté. Je lui ai rappelé chaque dîner où j'avais enduré leurs commentaires, chaque événement où quelqu'un avait lancé une pique sur mon passé comme si c'était une anecdote familiale. Je lui avais demandé de s'exprimer plus d'une fois. Rien n'avait changé. Je n'ai pas choisi l'exposition publique parce que je voulais de l'attention. Je l'ai choisi parce que les conversations privées ne menaient nulle part. Son père a appelé 3 fois cet après-midi-là. Pas d'excuses, pas de réflexion, juste des messages vocaux exigeant qu'il maîtrise sa femme et répare le gâchis avant que le nom de la famille ne soit terni. Il en a écouté un à voix basse, a secoué la tête et m'a dit qu'il en avait assez. Il a ouvert ses contacts et a bloqué le numéro de son père. Plus tard dans la nuit, sa mère a envoyé un long texto, des paragraphes de culpabilisation passive-agressive, me dépeignant comme vindicative, instable et dramatique. Elle a affirmé que je les avais humiliés dans leur propre maison et que j'avais empoisonné la famille. J'ai répondu par un court message, listant les années d'insultes, les captures d'écran de leurs commentaires en ligne, et des exemples de la façon dont ils avaient fait de mon passé une blague récurrente, puis j'ai bloqué son numéro et ses comptes sur les réseaux sociaux, complètement. Le lendemain, j'ai reçu une notification. Son frère avait discrètement cessé de suivre la page de mon entreprise. Ce n'était pas une surprise, mais quelques heures plus tard, il a posté sur son profil personnel, certaines personnes creusent leur propre tombe et demandent ensuite pourquoi personne n'est à l'enterrement. Personne n'était nommé, mais le timing n'était pas subtil. J'ai transféré la publication à un avocat avec qui j'avais travaillé sur une précédente affaire. Il l'a examiné, a confirmé que rien de ce que j'avais dit au brunch n'enfreignait la loi. Tout ce que j'avais partagé était étayé par des dossiers, informations publiques, archives judiciaires, dates confirmées. Pourtant, je ne voulais pas que les choses dégénèrent en ligne. J'ai donc rédigé un message et l'ai envoyé à son frère. C'était formel, direct. Je lui ai dit que toute nouvelle publication diffamatoire entraînerait des conséquences juridiques et que j'avais déjà archivé tout ce qu'il avait partagé à mon sujet. La publication a été supprimée avant la fin de la journée. Il n'a jamais répondu. Après cela, j'ai commencé un tableur. J'ai documenté chaque message, chaque appel, chaque publication. J'ai ajouté des horodatages, archivé des captures d'écran, et j'ai tout sauvegardé sur 2 disques cloud. Je ne prévoyais pas de procès, mais je voulais être prête si cela devenait encore plus laid. De retour à l'hôtel, mon mari et moi avons une autre première conversation sérieuse depuis des semaines. Pas de distraction, pas d'ingérence familiale. Je lui ai dit qu'il était libre de maintenir la relation qu'il voulait avec ses parents, ses frères et sœurs, qui que ce soit. Mais notre enfant n'en ferait pas partie, pas si cet environnement restait toxique. Il a hoché la tête, sans hésitation. Il a accepté de suspendre les visites, de refuser les appels, et m'a dit que la confiance devait se mériter, pas s'hériter. Nous avons programmé une séance de conseil cette même semaine. Ce n'était pas juste pour gérer les dégâts. Nous en avions besoin. Le thérapeute était calme et perspicace, il a posé des questions difficiles. En quelques minutes, il est devenu clair que son évitement, son silence, avait joué un grand rôle dans la durée de cette situation. Pas par méchanceté, mais par peur. Il a dit qu'il pensait que l'ignorer ferait cesser les choses. Au lieu de ça, ça les a fait grandir. Je n'étais pas en colère lors de cette séance. J'ai juste exposé ce qui s'était passé, les insultes, les publications en ligne, le toast de la baby shower, le brunch. Le thérapeute ne s'est pas précipité vers des conclusions. Il nous a aidés à élaborer un plan.
Une partie de ce plan incluait quelque chose que j'avais suggéré, une conversation formelle avec tout membre de sa famille qui souhaitait sincèrement reconstruire la confiance, mais pas autour d'un dîner, pas de manière désinvolte, seulement après qu'ils aient rempli 3 conditions, reconnaître ce qui s'est passé, s'excuser sans chercher d'excuses, et accepter des limites pour l'avenir. Nous sommes restés à l'hôtel 4 nuits. Ce n'était pas des vacances, mais ça nous a donné une pause. Pas de visiteurs, pas de textos, juste du temps pour réfléchir. Quand nous sommes partis, j'ai eu l'impression que nous avions enfin tracé une ligne. Non pas par colère, mais par nécessité. Quelques jours après notre retour, j'ai reçu un message par un ami commun. C'était du cousin de mon mari, quelqu'un qui était resté silencieux pendant tout le drame familial mais qui avait toujours été poli. Il a dit qu'il appréciait ce que j'avais dit au brunch, que quelqu'un devait briser le silence. Il a demandé si on pouvait se voir discrètement, ni chez lui, ni chez moi, juste dans un endroit neutre. Nous nous sommes retrouvés dans un petit parc de l'autre côté de la ville. Il est arrivé avec son propre dossier. Il ne cherchait pas la vengeance. Il a dit qu'il voulait juste parler. Il a partagé qu'il avait été adopté dans la famille quand il était jeune et que, bien qu'ils aient subvenu à ses besoins matériels, il l'avait toujours traité comme un étranger. Il m'a raconté comment on attendait de lui qu'il garde leur secret, défende leur image, et fasse profil bas, car faire partie de la famille était censé suffire. Puis il m'a dit quelque chose qui m'a surprise. Il y a des années, la famille avait payé pour étouffer une affaire de harcèlement au travail impliquant le père de mon mari. C'était arrivé lorsque mon beau-père dirigeait encore une de ses entreprises. La victime présumée était une jeune employée. Le cousin avait vu certains des emails pendant son stage d'été là-bas. Il avait aussi trouvé quelques mémos internes marqués et confidentiels. Il m'a montré des captures d'écran et des documents partiels. Le versement avait été déguisé en un règlement à l'amiable qui n'a jamais été porté devant les tribunaux. Je n'avais pas l'intention d'utiliser quoi que ce soit. Je ne l'ai même pas copié. J'ai juste pris note de ce qu'il a partagé et j'ai ajouté les détails clés à mes dossiers. Je l'ai remercié de m'avoir fait confiance et je lui ai dit que si les choses s'envenimaient à nouveau, je garderais son nom hors de tout ça. Avant de partir, il m'a dit de faire attention, car la famille n'avait pas l'habitude d'être défiée, surtout de l'intérieur. Cette même semaine, mon mari a organisé une rencontre entre sa sœur et moi. Il pensait qu'il y avait peut-être une chance de recoller les morceaux. J'ai accepté, mais seulement si nous nous rencontrions dans un lieu public. Nous avons choisi un café tranquille. Sa sœur est arrivée, habillée comme pour un brunch avec un client. Elle a souri, a commandé une boisson sophistiquée, et a commencé par des banalités. Je suis allé droit au but. Elle a balayé d'un revers de main les commentaires qu'elle avait faits au fil des ans, les qualifiant de plaisanteries inoffensives, ne se souvenant pas d'une seule fois où elle m'avait défendu, mais insistant sur le fait que j'avais mal interprété le ton. La conversation n'a mené nulle part. Je me suis levé, j'ai payé mon café, et je suis parti sans un mot de plus. De retour à la maison, je l'ai répété à mon mari, les excuses superficielles ne suffisaient pas. Les blagues qui rabaissent quelqu'un ne sont pas inoffensives, et quiconque refusait de l'admettre n'avait pas sa place auprès de notre enfant. Il n'a pas discuté. Quelques jours plus tard, il a commencé des séances de thérapie individuelle. Il voulait comprendre comment il avait laissé tout ça durer si longtemps. Je lui ai dit que la thérapie n'était pas une question de blâme. C'était une question de responsabilité. Si nous construisions un foyer meilleur, cela devait commencer par la vérité. Plus tard cette semaine-là, je suis allé chercher notre fils à la garderie. Une femme que je ne connaissais pas m'a abordé à l'extérieur. Elle s'est présentée comme une amie de longue date de la mère de mon mari. Elle s'est penchée, a regardé le bébé, et a dit « On élève un petit rebelle, à ce que je vois ». Puis elle est partie. Je n'ai pas attendu. Je suis allé directement voir la directrice de la garderie et j'ai demandé que toutes les informations sur la famille et les contacts soient restreintes. Je leur ai donné une liste de personnes autorisées et je leur ai demandé de m'informer de toute visite ou demande inattendue. La directrice a compris. Les changements ont été effectués immédiatement. 2 jours plus tard, le cousin de mon mari m'a recontacté. Il avait surpris une conversation téléphonique entre sa mère et l'un des oncles. La famille prévoyait un dîner, non pas pour la réconciliation, mais pour rétablir la vérité. Leur but était de recadrer l'incident du brunch, de créer un récit selon lequel j'avais été instable, agressive, et déterminée à détruire l'image de la famille. Une invitation est arrivée par email de groupe.
Je ne l'ai pas ignoré. J'ai répondu directement dans le fil de discussion, déclarant que je n'assisterais à aucun événement mis en scène visant à réécrire l'histoire. J'ai clairement indiqué que je ne participerais pas à des comédies et que toute personne encore dans le déni de son comportement était libre de le rester, mais pas en ma présence, ni en celle de mon mari ou de notre enfant. Une seule personne a répondu, un oncle. Il a renvoyé un message sarcastique, m'a qualifié de dramatique et m'a accusé d'empoisonner les liens familiaux. Je n'ai pas répondu. J'ai sauvegardé l'email, noté la date, et je l'ai classé avec le reste. 2 semaines après la tentative de dîner ratée, j'ai reçu une lettre par la poste. Elle se démarquait du courrier habituel, manuscrite, papier épais, pas d'adresse de retour. À l'intérieur, une note pliée de la tante de mon mari, écrite proprement à l'encre bleue. Elle commençait par s'excuser de ne pas s'être exprimée plus tôt. Elle a dit qu'elle avait vu les commentaires, les blagues, les piques discrètes, mais qu'elle était restée silencieuse pour préserver la paix. Elle a admis que la famille était pleinement consciente de la façon dont j'étais traité. Ils avaient juste choisi de ne pas le dénoncer, car il était plus facile de suivre le mouvement que de le contester. J'ai donné la lettre à mon mari sans un mot. Il l'a lue une fois, puis l'a relue. Il a admis que la lettre signifiait quelque chose, mais il n'était pas prêt à reconstruire des ponts sans une réelle prise de responsabilité. Nous n'avons pas répondu. La lettre n'était pas un pont. C'était juste une confirmation. Au cours des jours suivants, mon mari a cessé de répondre aux appels de ses parents. Il n'a pas fait de grands discours ni posté quoi que ce soit de dramatique. Il a juste commencé à ignorer les invitations, à décliner les visites, à sauter les habituels appels du week-end. Cela n'est pas passé inaperçu. Son père a envoyé un long message de groupe, l'accusant d'abandonner la famille, d'être endoctriné, et de laisser une influence extérieure détruire leur fondation. Après avoir lu le message, il m'a regardé et m'a tendu son téléphone. J'ai bloqué le numéro de son père pour lui. Avec le bruit en sourdine, j'ai commencé à me concentrer sur quelque chose de nouveau. J'avais une idée depuis un moment, quelque chose qui m'était venu à l'esprit après cette première blague de barbecue sur les fourchettes en plastique, un livre pour enfants. Pas sur moi, pas directement, juste une histoire simple sur les secondes chances, sur le fait que les erreurs ne vous définissent pas. J'ai commencé à en tracer les grandes lignes le soir, après que notre bébé se soit endormi. Alors que je travaillais sur le brouillon un soir, mon mari a reçu un message d'une vieille amie d'enfance, quelqu'un qui était là pendant la préparation de notre mariage et qui avait ri avec les blagues de la famille à l'époque. Cette fois, elle a envoyé un message pour dire qu'elle le regrettait. Elle a admis qu'elle avait participé parce que c'était plus facile. Mais elle a aussi dit autre chose, que la famille avait appelé des gens pour essayer de répandre des rumeurs, non seulement sur mon passé, mais aussi sur mon entreprise, chuchotant des choses comme quoi j'aurais falsifié des documents pour obtenir des financements ou que j'aurais utilisé les références de quelqu'un d'autre pour démarrer mon premier projet. J'ai contacté un consultant en relations publiques le lendemain, quelqu'un d'expérimenté en gestion de crise de réputation. Nous nous sommes assis, et j'ai tout exposé, capture d'écran, date, message. Ils se sont mis au travail rapidement. Au cours de la semaine suivante, ils ont identifié un schéma de publication sur les réseaux sociaux où les plages d'adresse IP correspondaient à une activité provenant de l'ancien employeur du frère de mon mari. C'était maladroit, mais suffisant pour prouver l'intention. J'ai fait notarier les conclusions, je les ai copiées et stockées en toute sécurité. Puis est venu le moment qui a clairement montré à quel point les rumeurs s'étaient propagées. Lors d'un bilan pédiatrique de routine, l'infirmière a fait un commentaire en passant, quelque chose sur le fait que ça devait être agréable d'avoir tout retourné à son avantage. C'était désinvolte, dit avec un sourire, mais il y avait cette pointe, comme si elle savait quelque chose, comme si elle avait entendu une version de ma vie qui n'était pas la sienne à connaître. Je n'ai pas haussé la voix. Je l'ai simplement corrigé, lui ai donné la véritable chronologie, et j'ai souligné que les casiers judiciaires de mineurs étaient scellés et ne devraient pas faire l'objet de bavardages de couloir. J'ai demandé son nom et je l'ai noté. Puis j'ai demandé à parler au responsable de la clinique. Après notre retour à la maison cet après-midi-là, mon mari a dit qu'il voulait essayer une dernière chose, non pas pour réparer la famille, mais pour se sentir moins isolé. Il a organisé un appel vidéo avec les 2 pères de grands-parents, les siens et les miens, juste pour parler. Son but n'était pas de réparer ce qui était cassé, mais de voir si quelqu'un de l'ancienne génération pouvait comprendre la situation dans son ensemble. L'appel vidéo a eu lieu un dimanche soir. Les 2 pères de grands-parents étaient présentes. Mon mari a mené la conversation. Il n'a pas haussé la voix,
n'a rien édulcoré. Il leur a exposé la chronologie, les années d'humiliation subtile, les blagues constantes sur mon passé, le silence qui suivait chaque fois que quelqu'un dépassait les bornes. Il a expliqué pourquoi nous nous étions éloignés et ce qui devrait changer avant que nous ne revenions un jour. Ses grands-parents n'ont pas protesté. En fait, ils ont réagi mieux que quiconque ne l'aurait cru. Son grand-père s'est penché en avant et a dit qu'il était fatigué de voir la famille prétendre que l'image était plus importante que l'intégrité. Il a partagé une histoire qu'aucun de nous n'avait jamais entendue, comment il avait fait une grave erreur financière dans la trentaine, un mauvais investissement qui avait failli coûter l'entreprise familiale, mais personne n'en avait fait une blague. Personne ne l'avait utilisé pour le définir. Il a dit que ce qu'il m'avait fait n'était pas seulement injuste, c'était cruel. Je suis resté silencieuse pendant la majeure partie de l'appel, le laissant parler, les laissant écouter. Mais pour la première fois, j'ai vu quelqu'un de son côté non seulement nous entendre, mais se lever et dire « c'était mal ». Ça n'a pas tout réparé, mais ça comptait. Quelques jours plus tard, mon mari m'a dit que son cousin, celui qui avait révélé les secrets de famille, avait décidé de déménager. Il avait trouvé un nouveau travail et coupé les ponts avec tout le monde, sauf nous. Il a dit qu'il était fatigué de marcher sur des œufs et qu'il voulait recommencer à zéro, là où personne ne le verrait comme un handicap. À peu près à la même époque, sa sœur a repris contact. Elle a envoyé un message demandant s'il pouvait se voir dans un spa pour repartir à zéro. Mon mari n'a pas sauté sur l'occasion. Il m'a demandé mon avis. J'ai dit que ça ressemblait à une tentative de limiter les dégâts, pas à un vrai changement. Il a accepté de la rencontrer, mais seulement dans un lieu public, et il a emmené un ami pour le soutenir. La conversation s'est terminée rapidement. Pas de résolution, juste une limite posée là où il n'y en avait jamais eu auparavant. Les retombées sont arrivées le lendemain. Sa mère a envoyé un long message rempli de culpabilisation, de menaces voilées et de manipulation émotionnelle. Elle a parlé de loyauté familiale, d'héritage, et de la façon dont mon mari avait changé. Elle n'a mentionné aucun des événements réels, nous a juste accusés de déchirer la famille. Sans attendre mon avis, mon mari a bloqué définitivement le numéro de sa mère. Après cela, nous nous sommes assis et nous avons pris une décision. Nous n'assisterions à aucun événement organisé par la famille dans un avenir prévisible. Pas de fête, pas d'anniversaire, et surtout pas le premier anniversaire de notre enfant. Nous ne voulions pas passer cette journée à gérer les tensions ou à esquiver les remarques sournoises. Nous voulions de la joie. Nous voulions la paix. Nous avons donc fait nos propres plans. Nous n'avons invité que les personnes qui nous avaient soutenus, des amis, des voisins, quelques cousins, la tante de mon mari qui avait écrit la lettre, son cousin qui était sur le point de déménager. Nous avons organisé ça dans notre jardin, décoration simple, une aire de jeu loué, un gâteau personnalisé en forme de livre de contes. Juste des rires, de la musique, et de l'espace pour que notre fils puisse ramper sans entendre de remarques acerbes déguisées en blagues. Après le départ des invités et le nettoyage, je me suis assise à mon bureau et j'ai commencé à rédiger quelque chose auquel je pensais depuis des semaines. Pas une lettre pour renouer le contact, pas une branche d'olivier, juste une déclaration officielle, quelque chose à envoyer si quelqu'un essayait de nous recontacter sans aborder la vérité. J'ai exposé la chronologie, l'historique et les attentes. Je n'ai pas cité de nom. Je n'ai rien menacé. C'était juste un message clair, si quelqu'un voulait faire partie de nos vies, cela se ferait avec honnêteté et responsabilité, pas avec nostalgie et déni. Une semaine après le premier anniversaire de notre enfant, j'ai finalisé la lettre. Elle n'était pas émotionnelle. Elle n'était pas écrite pour supplier. C'était un message formel et direct, adressé à chaque membre de la famille de mon mari. Elle décrivait la chronologie des événements depuis le premier incident, listait des exemples du manque de respect répété, détaillait l'impact émotionnel sur notre famille, et se terminait par 3 conditions pour tout contact futur, la vérité, la responsabilité, et des limites permanentes. En 2 jours, les réponses ont commencé à affluer. Pas des excuses, juste de la colère. Quelques-uns de ses cousins ont envoyé des réponses amères, m'accusant de diviser la famille, disant que je faisais une montagne d'une taupinière. Je n'ai pas réagi. J'ai bloqué chacun d'eux et j'ai ajouté les messages à mon journal de bord. Le seul appel qui a apporté de la clarté venait de la grand-mère de mon mari. Il a duré moins de 30 secondes. Elle a dit « Vous avez bien fait tous les deux ». Puis elle a raccroché. Nous avons tracé notre ligne dans le sable ce jour-là, non pas parce que nous étions en colère, mais parce que nous avions enfin vu à quoi pouvait ressembler la paix.
Et une fois que vous le faites, il est impossible de prétendre que le chaos a un jour été normal. 3 ans ont passé depuis cette lettre. Notre fils a maintenant 4 ans, curieux et gentil, épargné par l'ombre qui planait autrefois sur notre famille. Le mois dernier, nous avons reçu une enveloppe officielle par la poste, avec une adresse de retour que je ne reconnaissais pas. À l'intérieur, une invitation pour le 75e anniversaire de son grand-père. Il y avait une note manuscrite en bas, sans condition, juste la famille. Mon mari l'a fixée pendant un long moment avant de la poser sur le comptoir. « Qu'en penses-tu » a-t-il demandé. « Je pense qu'on est déjà passé par là » ai-je répondu. Cette nuit-là, nous en avons discuté, non pas avec colère ou peur, mais avec clarté. Nous avons discuté de ce que signifierait retourner dans cette maison, du message que cela pourrait envoyer à notre fils, qui était maintenant assez grand pour se souvenir des visages, pour remarquer les tensions, pour absorber les non-dits. 2 jours plus tard, le cousin de mon mari, celui qui avait déménagé, a appelé. Il avait reçu la même invitation. Il nous a dit que ses parents avaient divorcé l'année dernière, que la dynamique familiale avait changé. Son père, l'un des oncles qui avait été particulièrement cruel avec moi, avait eu un problème de santé qui avait apparemment changé sa perspective. Le cousin ne cherchait pas d'excuses, il partageait juste le contexte. « Est-ce que tu y vas » lui ai-je demandé. « Seulement si vous y allez tous les deux » a-t-il dit. « Et seulement si on y va ensemble. » Nous avons décidé d'envoyer une réponse. Ni une acceptation, ni un rejet. Mon mari a écrit une brève note, disant que nous envisagerions d'y assister si son père était d'accord pour nous rencontrer en privé au préalable. Nous avons suggéré un café en centre-ville, un terrain neutre. À notre surprise, son père a accepté. Quand nous sommes arrivés, il était déjà là, semblant plus petit, en quelque sorte. Les 3 années l'avaient vieilli plus que le temps seul n'aurait pu le faire. Il s'est levé à notre approche, me tendant maladroitement la main à moi d'abord, plutôt qu'à son fils. « Merci d'être venu » a-t-il dit, sa voix manquant de l'assurance que je lui connaissais. La conversation n'a pas été dramatique. Il n'y a pas eu de larmes ni de grandes excuses. Au lieu de ça, il a parlé doucement de regret, de réaliser trop tard ce qu'il avait perdu. Il a mentionné la thérapie, un mot que je n'attendais jamais de sa part. Il a parlé de son propre père, de schémas qu'il n'avait jamais remis en question jusqu'à ce qu'il lui coûte son fils. « Je ne demande pas le pardon » a-t-il dit finalement. Juste une chance de connaître mon petit-fils avant qu'il ne soit trop tard. Mon mari et moi avons échangé un regard. Nous avions discuté de nos limites en détail avant de venir. Nous assisterons à l'anniversaire, ai-je dit. 2 heures, pas plus. Notre fils reste avec nous à tout moment. Un seul commentaire sur mon passé, une seule blague chuchotée, et nous partons définitivement. Il a hoché la tête, puis a glissé une enveloppe sur la table. À l'intérieur, une lettre d'excuse formelle, copiée à tous ceux qui avaient été témoins de l'incident du brunch 3 ans auparavant. Il l'avait déjà postée. Ça n'annulera rien, a-t-il dit, mais c'est la vérité. Nous avons assisté à la célébration d'anniversaire le week-end suivant. Ce n'était pas parfait. Certains membres de la famille étaient d'une politesse guindée, d'autres sincèrement chaleureux. Sa mère a serré mon mari dans ses bras trop longtemps, puis m'a offert une poignée de main hésitante. Sa sœur a gardé ses distances jusqu'à ce que notre fils s'approche d'elle, curieux de ses boucles d'oreilles pendantes. Au moment de partir, son grand-père, l'homme qui nous avait défendu lors de cet appel vidéo avec les 2 paires de grands-parents des années auparavant, m'a pris la main. « Vous savez, dit-il doucement, parfois, une famille a besoin de se briser avant de pouvoir guérir correctement. » Je ne lui ai pas dit que nous n'étions pas de retour, pas vraiment. Qu'un après-midi civilisé n'effaçait pas des années de cruauté. Que nous étions toujours sur nos gardes, toujours prudents. Au lieu de ça, j'ai simplement hoché la tête. Sur le chemin du retour, notre fils s'est endormi dans son siège auto, serrant un petit cadeau que son grand-père lui avait donné, une boîte à puzzle en bois avec un compartiment secret. « Est-ce qu'on fait ce qu'il faut » a demandé mon mari, les yeux sur la route. J'ai regardé notre fils endormi, puis l'homme à côté de moi, qui avait enfin appris à tenir bon. « Je ne sais pas » ai-je répondu honnêtement. Mais je sais qu'on le fait bien, selon nos termes, avec nos limites. Et ce n'est pas rien. Nous ne sommes pas complètement revenus dans le giron familial après ce jour. Au lieu de ça, nous avons établi une présence prudente et limitée. Des déjeuners occasionnels dans des lieux publics, de courtes visites avec des fins clairs,
des cartes de vœux avec des photos de familles professionnelles, mais pas de nouvelles personnelles. Ce n'était pas de la réconciliation, ni du pardon. C'était de la coexistence, avec des conditions. Mon entreprise a continué de croître. J'ai publié mon livre pour enfants, sous mon vrai nom cette fois. Le dossier des secrets de famille est resté rangé, non pas oublié, mais plus nécessaire à garder visible. Nous avons construit notre vie autour de personnes qui nous voyaient clairement et nous aimaient malgré tout, des amis qui sont devenus une famille, des voisins qui se sont montrés sans arrière-pensée, des collègues qui respectaient les limites. Nous n'avions pas besoin de brûler les ponts pour trouver la paix. Nous devions simplement arrêter de traverser ceux qui ne menaient nulle part.